Quand j'étais petite, on me surnommait peur de tout. Alors je vous l'accorde, je n'étais clairement pas dotée d'une audace légendaire et encore moins d'un courage hors du commun. Je me rappelle d'un été en Espagne avec mon père. Nous sommes au bord de la mer ce jour-là. J'incarne parfaitement mon personnage peur de tout. Il me propose d'aller nager tout au fond, jusqu'à la bouée au loin. Je refuse. Impossible, hors de question. Il est étonné et il me demande: mais enfin Sandra, de quoi as-tu peur? Et je lui réponds: eh bien j'ai peur de l'eau foncée, c'est tout noir, on ne voit rien, je n'ai pas envie d'y aller. Et à ce moment-là, il me pose une question qui, je crois, m'a marquée à vie. Il me demande: mais de quoi as-tu réellement peur? J'hésite quelques secondes avant de lui avouer: eh bien j'ai peur des requins, j'ai peur de me faire manger par un requin. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'on éclate de rire. Eh bien oui, parce que statistiquement, la probabilité de rencontrer un requin dans cette zone-là du monde est proche de zéro. C'est ce qu'on appelle une peur irrationnelle, comme d'ailleurs la plupart de nos peurs. Et vous alors, est-ce que vous aviez des surnoms lorsque vous étiez enfant? Ces surnoms vous semblent peut-être anodins, mais sachez qu'ils ne le sont pas. En réalité, ils façonnent profondément notre identité. Ces mots ont un impact sur nos choix et sur notre comportement. Prenons par exemple des surnoms valorisants, comme champion, petit génie. Évidemment que ça va renforcer notre confiance en nous. Mais prenons maintenant des surnoms moqueurs, comme fainéant ou même peur de tout. Eh bien, ça aura l'effet inverse. Et ça va devenir comme des étiquettes invisibles. Et ces étiquettes invisibles, on va les porter comme une seconde peau. Alors avant toute chose, j'aimerais vous transmettre un message. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, que ce n'est pas entièrement de votre faute. Ce sentiment de manquer d'audace, de douter de nos capacités, de se demander constamment: est-ce que je suis assez? Ça ne vient pas de nulle part. Ça a été façonné par nos expériences, mais aussi par ce qu'on nous a dit. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de volonté, la peur peut être apprivoisée. Elle peut même devenir un moteur, le moteur de notre audace. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors ce personnage, peur de tout, m'a accompagnée bien au-delà de l'enfance. Quelle chance! Je me rappelle à 11 ans, dans la cour de récréation au collège, la cour des moqueries, je ne voulais surtout pas attirer l'attention. Parce qu'attirer l'attention, c'était être la cible potentielle. À 16 ans, je me rappelle de mon premier entretien d'embauche. C'était pour travailler à Marineland, le temps d'un été. J'ai réussi à sortir qu'une seule phrase. J'aime les dauphins? Aucun intérêt. L'entretien le plus court et le plus embarrassant de ma vie. À 23 ans, mon premier rendez-vous client. C'est un déjeuner. C'est censé être un moment important pour moi. Cette fois-ci, je n'ai pas sorti un seul mot. Totalement muette. C'est mon collègue qui a sauvé le rendez-vous. Alors ces 3 expériences de vie, elles ont un point commun. La peur. La peur d'exister, la peur de parler ou encore la peur d'échouer. Alors partons ensemble à la rencontre de cette peur. Qui est-elle réellement et pourquoi est-elle si présente dans nos vies? Et si finalement, la peur était une alliée de taille pour réussir notre vie? Les peurs reflètent nos croyances limitantes. Les peurs se cachent derrière les croyances limitantes. Alors que sont-elles, ces fameuses croyances limitantes dont on entend très souvent parler? Eh bien, ce sont des vérités, des idées que nous construisons sur nous-mêmes pour se protéger. Et on s'en sert très souvent au quotidien comme des excuses. Oh, tu sais, je ne suis pas douée, je n'en suis pas capable, alors je ne vais pas le faire.
Je n'ai pas confiance en moi, je ne préfère pas essayer. À ce moment-là, c'est le cerveau qui fait tout pour éviter un échec potentiel et qui va venir valider nos croyances. Sachez que nous avons, en moyenne, 60 000 à 80 000 pensées par jour. Et à en croire les travaux du docteur Daniel Amen, ce célèbre médecin américain, 80% de nos pensées sont négatives et 95% d'entre elles se répètent. Ce qui signifie que nous passons des heures par jour à renforcer nos doutes. Et c'est là que la peur devient un problème. Parce qu'elle n'est plus là pour signaler un danger, mais elle est là pour bloquer nos ambitions. Dans le livre L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel, le protagoniste explique qu'il a peu de succès avec les femmes. Il est persuadé d'être trop maigre pour séduire. Il en devient distant, fermé. Mais comment séduire qui que ce soit avec une telle attitude ? La réalité, c'est que le problème n'a jamais été son apparence, mais sa peur du rejet. Parce que la peur d'un échec potentiel peut nous empêcher de vivre une réussite. Posez-vous la question. Quel comportement vos peurs vous ont-elles poussé à adopter ? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer à cause de vos peurs ? Sachez d'autant plus que le cerveau nous croit sur parole. Il ne fait pas la différence entre nos pensées et la réalité. En fait, il se comporte, il réagit de la même manière avec nos pensées, nos idées, qu'à nos expériences réelles. Il va venir confirmer ce que nous croyons déjà. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Alors si je pense, je suis peu compétente, eh bien le cerveau va tout faire, mais vraiment tout, tout ce qui est en son pouvoir, pour nous prouver que nous avons raison. Maintenant, imaginons que nous nous mettons à penser « J'aimerais quitter mon CDI et devenir entrepreneur ». Mais que cette idée va à l'encontre de l'une de nos croyances. Devenir entrepreneur, c'est quand même hyper dangereux. Je risque de me retrouver en insécurité financière, voire même sous les ponts. À ce moment-là, le cerveau déclenche l'alarme. C'est l'amygdale qui s'active, cette petite partie dans notre cerveau qui gère les émotions face à la peur. Elle va venir créer en nous un sentiment d'inconfort intense. Et pour revenir à un état stable, le cerveau va nous inviter à rester dans notre zone de confort. Mais reste dans ton CDI, c'est pas si mal quand même. Et ce n'est pas tout. À chaque fois que nous allons revenir à cet état stable, le cerveau va nous envoyer une bonne dose de dopamine, cette hormone du réconfort. Mais c'est un piège. Évidemment que c'est un piège. Ce mécanisme nous pousse à éviter nos désirs profonds pour satisfaire un besoin de sécurité immédiat. Et quel est le résultat de tout ça ? Eh bien, on se retrouve coincé dans des vies qui ne nous rendent pas heureux. On en devient frustré, blasé, parce que nos rêves, nos aspirations restent inassouvis. Et c'est exactement pour ça qu'à 30 ans, j'ai touché le fond. Burn-out sévère, crise d'anxiété généralisée, séjour aux urgences. Je vivais littéralement ma vie en ayant peur de tout, mais surtout en ayant peur de mourir. Le personnage peur de tout à son paroxysme. J'avais cette sensation de ne pas être la protagoniste de ma vie. Et pourtant, j'avais suivi le script parfait. Un bon CDI, check. Un bon salaire, check. Faire plaisir à papa et maman, check. Mais à l'intérieur de moi, tout s'écroulait. Pour m'en sortir, j'ai dû apprendre à reprogrammer mon cerveau. Toutes les idées, toutes les vérités que je prenais pour acquises m'ont explosé au visage. Et j'ai compris que oui, j'avais le droit de ne pas être heureuse, même si aux yeux des autres, j'avais tout pour l'être. Non, évidemment que le CDI n'est pas la seule voie possible. Et non, un bon salaire et un titre impressionnant ne sont pas synonymes de réussite.
et encore moins de bonheur. Et oui, bien sûr que oui, que je suis responsable de ma vie, de mes choix, de mon bonheur. Pas mon conjoint, pas mes parents. Et un jour, une personne m'a dit une phrase qui a été un peu comme la cerise sur le gâteau, mais que j'ai ressentie comme une gifle en plein visage. Cette personne me dit: mais Sandra, pourquoi tu te poses toujours autant de questions? La vie, c'est comme ça, en fait. Tu vas bosser, tu rentres, tu manges, tu dors, comme tout le monde, en fait. Arrête de te poser autant de questions, c'est comme ça. 6 mois plus tard, je quittais mon CDI, je quittais Paris et je lançais mon propre projet. J'ai failli passer à côté de ma vie parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur d'être moi-même. La peur, si on prend le temps de l'écouter, elle n'est pas forcément un frein. Elle peut même devenir une boussole. Parce que les peurs mettent en lumière ce qui compte vraiment pour nous. D'où l'importance de vous demander, de se demander, de quoi ai-je vraiment peur? L'idée de donner une conférence me terrifie. Peut-être que tu en rêves. L'idée de quitter mon CDI m'effraie. Mais peut-être que tu en meurs d'envie. Alors arrêtons de vouloir éviter la peur à tout prix. La peur est une invitation à l'audace. Alors comment justement transformer cette peur en moteur? Je vais vous proposer une méthode simple. Accueillons-la. Arrêtons de la fuir. Reconnaissons tout simplement qu'elle est là. Décodons-la. Quel message vient-elle me faire passer? Est-ce que j'ai peur des requins ou plutôt de l'échec? Du noir ou plutôt de l'inconnu? Dédramatisons-la. Quel est le pire scénario qui peut se produire? Et même si ce pire scénario se produit, est-ce si grave? Vais-je pouvoir me relever? Transformons cette peur en carburant. Utilisons cette énergie pour avancer, pour réaliser nos objectifs, nos rêves. L'optimisme, en plus de cette méthode, a été mon arme secrète. C'est grâce à l'optimisme que j'ai pu me sortir de ce personnage peur de tout. On m'a souvent dit: non mais toi de toute façon Sandra, tu es une éternelle optimiste. Mais ce n'est pas un don, ni même une forme de naïveté. C'est un choix que je fais au quotidien. Parce que l'optimisme permet de voir des solutions plutôt que des obstacles. Il permet de réduire le stress, d'attirer les bonnes personnes à soi. Et il favorise le passage à l'action. C'est bien plus qu'un état d'esprit, c'est une stratégie de réussite. Et pour que l'optimisme devienne une force, il faut d'abord apprendre à oser être soi. Comprendre que nous sommes le seul maître de notre identité. Personne n'a le pouvoir de nous définir. La seule personne qui a ce pouvoir, c'est nous-mêmes. Apprendre à se connaître, c'est fondamental. Plus nous connaissons nos désirs profonds, moins les mots et les peurs des autres auront un impact sur nous. Et nous avons la capacité de donner du sens aux mots que nous recevons. On me surnomme peur de tout? Très bien, j'ai 2 solutions. Soit je me dis que je suis nulle ou bonne à rien, ou alors je me dis plutôt que je ne suis juste pas une personne influençable et que j'ai cette capacité à faire mes propres choix. Alors est-ce que j'aurais préféré que l'on me surnomme peur de rien? Absolument pas. Je n'aurais rien changé. Parce que ce surnom et les peurs qu'il reflète m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. En sortant de cette salle, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose qui vous fait peur. Mais attention, quelque chose qui vous fait vraiment peur. Prenez ce billet d'avion, faites-le, ce voyage de votre vie. Dites à cette femme que vous l'aimez. Dites à cet homme que vous l'aimez. Lancez ce projet que vous repoussez sans cesse. Et quittez ce job que vous détestez. J'aimerais terminer avec une phrase
non pas d'un célèbre auteur, mais celle de mon cher papy Louis, cet éternel optimiste. La valeur des choses n'a aucune importance. Ce qui compte, en revanche, c'est la valeur de la vie et l'intensité avec laquelle on décide de la vivre. Le problème, ça n'a jamais été les requins. Mais ce qui nous bloque, c'est la peur de nager vers ce qui compte vraiment pour nous. Alors arrêtons de fuir la peur au risque de freiner votre audace. Merci.